Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle donc Clément Avignon, je suis assistant social au Centre François Baclès. Je suis très honoré et puis un petit peu stressé, il faut bien le reconnaître, d'être à cette place aujourd'hui. Nous allons donc à présent écouter l'intervention du docteur Annie Pétier, qui est gastro-entérologue au Centre hospitalier de Bayeux, qui est responsable de l'UCP cancérologie, sur le thème des usagers et des aidants. Cette intervention va nous permettre, j'en suis sûr, de mettre en lumière le rôle et la place des usagers, des patients, mais également de leurs proches, des familles, ceux que l'on nomme les aidants. Je ferai juste un petit détour rapide par un concept qui me tient à cœur, qui est l'empowerment, qu'on peut définir par le développement du pouvoir d'agir, qui permet de désigner la capacité des usagers à être responsabilisés, à être autonomes, et qui est une dynamique dans laquelle on devrait tous, professionnels, pouvoir s'inscrire. Vous pouvez me répéter? L'empowerment. D'accord. Voilà. Bon, ça me plaît comme concept. Je vous en prie, Mme Pétier, c'est à vous. Merci. Merci de me permettre de donner un éclairage un peu différent par rapport à ce que je connaissais avant, par rapport à l'activité d'un praticien. C'est vrai que je suis gastro-entérologue et que j'ai un DES de cancérologie et que j'ai une activité avant tout actuellement de cancérologie de proximité, c'est-à-dire dans un hôpital de proximité qui, malgré tout, a une vision du territoire. Je travaille avec Thierry Gandon et on a pu travailler sur le parcours du patient grâce aux expérimentations INCA. Et je me suis intéressée un peu plus loin que le quotidien du praticien. Pourtant, le quotidien du praticien suffit bien à remplir des journées. Mais j'ai été amenée à avoir une vision un peu différente et à me dire j'ai envie de partager plus dans mon quotidien. J'ai été amenée à poser ma candidature au COMUP, qui est le comité des usagers et des professionnels au sein de l'INCA. L'INCA, c'est un peu un modèle de démocratie sanitaire, en fait, parce que c'est une agence sanitaire et scientifique, notre agence sanitaire et scientifique chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer. C'est un groupement d'intérêt public qui, à la base, donc, regroupe l'État, les associations d'usagers, les organismes d'assurance maladie, les organismes de recherche et les fédérations hospitalières. L'INCA a une charte des relations avec ses parties prenantes, avec donc les personnes atteintes de cancer, leurs proches, les usagers du système sanitaire et social, les professionnels de santé, les professionnels du secteur social et les chercheurs. Dans sa fonction, c'est un exemple de démocratie sanitaire puisque tous les intervenants ont une voix et par là, depuis sa création, il existait un comité des usagers et un comité des professionnels qui étaient là pour donner leur expérience, pour avancer des projets. Et en fait, depuis 2013, il y a un seul comité, il fait participer des usagers et des professionnels. Il y a 28 membres choisis pour 3 ans. C'est à égale partie entre les usagers et les professionnels. C'est une instance de consultation permanente qui est placée auprès du président de l'INCA, qui est une présidente, professeur Butin. Actuellement, donc, ses missions sont une force de proposition sur les orientations et un avis sur les plans d'action de l'INCA, un avis sur les actions spécifiques comme comment faire de la prévention sur le tabac, donc il y a des groupes de travail, veiller à ce que les actions soient impliquées dans les processus opérationnels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lancer une action, il faut qu'elle s'inscrive dans le projet de départ et qu'elle soit utile, et puis relayer à l'extérieur les orientations et les actions de l'Institut. J'ai donc appris au sein du COMUP, parce que je n'avais pas du tout l'habitude dans ma pratique
d'avoir des discussions avec les usagers et en fait ça m'a apporté une vision particulière puisque la voix des patients est amplifiée par la voix des usagers, le vécu du patient est mis en avant, les dysfonctionnements sont décryptés, des solutions sont proposées, les discussions sont enrichies par les savoirs des soignants et des patients. Le respect du rôle de chacun est essentiel, bien sûr, dans ce type d'échange. Chacun a la parole et chacun on donne une valeur à la parole de chacun. Donc voilà, ça m'a donné un éclairage sur les soignants et la démocratie sanitaire. Dans notre quotidien, on a avant tout notre rapport aux soins. Et bon, là, c'est le parcours de soins de Thierry Gandon que j'aime bien parce qu'il a, dans un schéma clair, défini bien le parcours avec les différents intervenants. Ça, c'est les intervenants habituels, les professionnels. La particularité de ce parcours, c'est qu'il y a une infirmière de coordination qui fait la richesse du parcours et qui le rend plus prégnant auprès des actions qui sont faites. Mais dans notre parcours de soins, il y a une vision de l'usager et un apport de ce que peut nous apporter cet éclairage. Donc, dans les différentes étapes du parcours, j'en ai choisi certaines pour relayer un peu les paroles qui nous sont rapportées et qui sont avant tout une aide pour nous pour mieux gérer le quotidien de nos rapports avec les usages, les patients. La consultation d'annonce, c'est quelque chose, c'est un pilier, hein, ça a été mis en place depuis le premier plan cancer, c'est institutionnalisé, ça fait partie des critères d'accréditation des services de cancérologie, on ne peut pas faire une prise en charge sans une consultation d'annonce, bien sûr le suivi d'un entretien par un entretien infirmier, une coordinatrice du soin, du parcours est essentiel. C'est avant tout un colloque singulier entre le patient qui est accompagné ou pas. On arrive chacun à avoir un déroulement codifié, on fait des formations. Ça rentre dans notre activité routinière qui est noyée au sein de journées surchargées. Et on peut toujours se poser des questions sur la consultation d'annonce. Elle est jamais simple. Elle nécessite toujours une préparation et il y a toujours des choses qui vont arriver. Alors on va gérer comme on peut, on va gérer nos émotions et celles des patients. On va gérer tout ça avec notre langage corporel qu'on n'a pas forcément appris à analyser. Et puis, on gère le temps de compréhension différent entre le soignant et l'accompagnant. On gère parfois le déni. Tout ça, c'est difficile et on est souvent un peu seul. On doit faire un travail sur soi. Il y a bien sûr l'idée qu'un temps de retour sur les situations difficiles est essentiel. Est-ce qu'on en a le temps? Pas forcément. Il n'est pas institutionnalisé. Il n'y a aucun hôpital qui dit après vos consultations difficiles, vous avez un temps sur vous pour analyser. En fait, on a des journées surchargées et on fait une chose après l'autre. Donc, il y a des formations. Il faudrait, dans ce cadre-là, savoir dépister un burn-out parce que quand les émotions sont mal gérées, on arrive à de la souffrance et la souffrance ne nous permet plus d'analyser correctement. Et dans certaines facultés, il y a eu des enseignements mis en place, des enseignements qui sont un peu exceptionnels. Comme à Montpellier, il y a une convention entre la faculté et l'école d'art dramatique pour intégrer dans les études médicales, je crois que c'est en 4e année, donc chez des jeunes qui n'ont pas bien sûr le recul nécessaire à bien analyser les choses, mais en fait, ça leur donne une vision de la relation et de l'importance de la gestuelle, de ce qu'on donne à l'autre à voir, et comment on peut gérer nos émotions. Et c'est quelque chose d'intéressant qu'a mis en place le professeur Marc Ichou à Montpellier. Et à Nantes, il y a des techniques innovantes où interviennent des acteurs pour former également les étudiants.
Je pense que c'est une piste pour rendre la gestion de nos relations à l'autre qui est plus facile. Dans le parcours de nos patients, il y a la notion de patient expert. C'est particulier, c'est dans des pathologies particulières avec des séquelles post-traitement, que ce soit après une laryngectomie, après une ostomie digestive. Est-ce que un médecin en sait autant qu'un patient qui gère une ostomie depuis plusieurs années, qui gère sa relation à l'autre alors qu'il a été laryngectomisé et qu'il a un appareillage? C'est important d'avoir en tête pour un praticien des patients qui peuvent apporter quelque chose à d'autres. Bien sûr, ça passe par une action facilitatrice du soignant, c'est-à-dire que le soignant qui connaît un patient qui a une bonne compréhension de sa pathologie, qui peut apporter quelque chose à un patient qui rentre dans la maladie, qui va être laryngectomisé, qui va devoir subir un traitement handicapant, ça peut apporter quelque chose. Dans notre pratique quotidienne, c'est pas si facile, mais je pense qu'il faut y penser. Les paroles d'usagers sont prégnantes sur les fins de vie, bien sûr. On a eu Virginie Testu qui nous a dit des choses très intéressantes sur la fin de vie à domicile. Les paroles d'usagers, elles nous amènent à nous poser des questions et à souligner un petit peu notre jusqu'au-boutisme parfois quand il y a plusieurs lignes de traitement et que les patients, en bout de course, se sentent abandonnés parce qu'on arrête le traitement et soudain il y a un passage à vide avant une prise en charge en soins palliatifs. Et ce passage à vide, il est remonté par les paroles des usagers comme très frustrant et très traumatisant en fait pour les patients et pour leur famille. La fin du traitement, soit on la retarde et ça amène un retard de relais à l'équipe de soins palliatifs. À un moment ou un autre, dans les fins de traitement, il y a un sentiment d'échec de l'équipe, alors que la maladie étant ce qu'elle est, on sait bien qu'à un moment, on ne pourra plus traiter, on le sait dès le départ, il ne doit pas y avoir de sentiment d'échec, et pourtant, les patients sont les premiers à dire « mon médecin se sent en échec ». Là-dessus, il y a beaucoup d'ambivalence dans notre comportement et on arrive à une accumulation de traitements qui n'est pas forcément utile. Il y a eu à l'ESMO une présentation par Sofia Braga qui s'intitulait « It's time to stop, when to initiate palliative therapy ». It's time to stop, je crois qu'à un moment, il faut se le dire et se le dire dans l'équipe. Le constat, c'est que dans les études qui sont menées, il y a des chimiothérapies à la fin de la vie, il y a des chimiothérapies dans le dernier mois, parfois dans la dernière semaine. Elles sont totalement inutiles, elles grèvent la qualité de vie et elles ne permettent pas une bonne prise en charge des soins palliatifs. En fait, Sofia Braga expliquait bien que dans un quotidien de cancérologue, quand on est dans les traitements, c'est bien plus facile et plus rapide et plus réconfortant de prescrire un nouveau traitement. On y discute en réunion pluridisciplinaire et on propose un énième traitement que de prendre le temps de se dire « it's time to stop » et de dire « on va prendre du temps pour expliquer et on va prendre du temps pour passer le relais à l'équipe de soins palliatifs ». Il y a des études, comme nous l'a dit Virginie, qui montrent un bénéfice de survie et de confort de vie lorsque les soins palliatifs sont instaurés précocement. Donc, à partir de cela, on doit se poser la question d'une autre façon de gérer les fins de nos traitements. On peut imaginer une consultation de fin de traitement qui serait un moment d'information, d'accompagnement. Ça prendra du temps puisque souvent le patient est toujours
le premier, on peut toujours dire, le premier qui est demandeur, c'est le patient et sa famille qui veut un nouveau traitement en espérant des choses inaccessibles en fait. Et c'est aussi aux praticiens d'être dans la réalité et de rappeler ça. En fait, l'introduction précoce des soins palliatifs, ça permettrait une meilleure compréhension par le patient en disant « j'ai une équipe qui me traite, une équipe dont une partie gère les chimios, les traitements agressifs, mais l'autre partie, c'est la même équipe, mais elle s'occupe des soins de support pour le temps des traitements et après la fin des traitements. » Je pense que ce serait un modèle vers lequel nous devons tendre et c'est important de prendre ce temps-là. Dans le parcours du patient, heureusement, il y a les fins de vie, il y a aussi le retour vers la vie normale. Et ça paraît normal. Le dernier plan cancer nous dit on accentue le travail sur la fin des traitements et sur le retour à la vie normale, avec un retour au travail, avec la notion d'accès aux emprunts, avec la vraie notion de la vie normale. Juste vous décrire un cas parmi 100 autres. C'est Madame elle est âgée de 47 ans. Elle a terminé son traitement pour un cancer anal. Le cancer anal, c'est une maladie grave, bien sûr, c'est un cancer qui répond dans 90% très bien à la radiochimiothérapie et qui met à l'abri de toute évolution. Cette femme est graphiste, elle a eu son traitement. Je l'avais vue au moment du diagnostic, puisqu'elle était venue pour un problème d'hémorroïdes et qui n'en était pas. Le diagnostic a été fait, elle a été prise en charge et elle est bien sûr en arrêt de travail depuis le début de sa maladie. Elle a reçu courageusement sa radiochimio et le radiothérapeute me l'a adressée pour la surveillance. Cette dame, c'était une dame dont l'activité est celle de graphiste, elle est imaginative, elle était pétillante. Et puis en fait, moi qui ne l'avais pas vue depuis le début de son traitement, j'ai vu arriver une dame fatiguée, épuisée, qui disait il faut que je retourne au travail puisque le traitement est terminé. Et là, on voyait dans ses yeux que c'était le néant en fait. Elle n'imaginait pas du tout se retourner au travail, mais on lui disait vous êtes guérie là, c'est fini. Donc elle parlait de sa fatigue, son mari disait qu'elle faisait rien de la journée, elle parlait de son incontinence aussi, puisqu'au départ, après la radiothérapie, il y a un phénomène d'inflammation qui rend la continence difficile, et elle n'arrivait pas à imaginer qu'elle pouvait retourner au travail en fait, même si elle aimait son travail. Et je pense que il y a pas mal de choses qui sont faites par les usagers il y a pas mal de sites sur le retour au travail, notamment au sein de l'ENCA, il y a un travail sur le retour au boulot. Et donc, je pense que la parole médicale, dans ce cas-là, elle doit être une réassurance. C'est pas parce qu'on vient de traiter que tout est fait. Il reste beaucoup à faire pour les patients. Le retour à la vie normale, il est possible, bien sûr, il est là, mais il doit passer par un certain nombre de choses à faire. Il faut améliorer son activité physique. On a ici la chance d'avoir IMAPAC, c'est ce que je lui ai conseillé. On peut prolonger l'arrêt de travail pour permettre une réappropriation du corps et puis de l'énergie. Et puis, il y a aussi la consultation de reprise d'activité, le mi-temps thérapeutique, et puis l'implication des aidants à mieux comprendre la fatigue et la réappropriation du corps après un traitement. Donc on a dit aussi que ce topo parlait des aidants, et en fait, c'est vrai que la présence des aidants, elle est essentielle. Ils sont présents et en même temps effacés. Nous, on ne les voit pas forcément, parce que quand les patients viennent en chimiothérapie, on ne sait pas trop ce qui se passe à la maison, hein. Ils viennent en traitement, on les a vus pour la consultation.
Et c'est bien pour l'équipe de connaître l'entourage, de cerner les conditions de vie, les situations de précarité. Bien sûr, dans le parcours du patient, on fait intervenir les assistantes sociales, mais il y a pas mal de choses qui nous échappent. Et ce qui a été mis en évidence, c'est qu'actuellement, compte tenu de l'augmentation du nombre des familles monoparentales, il y a de plus en plus d'adolescents qui deviennent des aidants. En région parisienne, dans l'Essonne, il y a un travail qui est fait sur les jeunes aidants qui s'appelle Jade, qui en fait permet à des adolescents de s'exprimer en dehors du soin de leurs parents et en même temps reconnaître le travail qu'ils font et travailler là-dessus. Et puis... Monsieur Avignon va nous parler tout à l'heure du projet de prévention de l'épuisement des aidants, parce que moi j'aime bien passer la main. Donc il y a des choses qui sont mieux connues par d'autres que moi. Donc je voulais en conclusion dire que la démocratie sanitaire permet un meilleur éclairage de nos activités de soignants. Ce sont les échanges avec les usagers qui ont permis une meilleure prise en compte des difficultés des patients et une adaptation de nos pratiques. Et en fait, la poursuite de ces échanges, ça ne met pas du tout en danger le rôle des soignants. On n'a pas à craindre que l'usager prenne des décisions pour lesquelles il n'est pas formé, entre guillemets. Ce n'est pas du tout ça le problème. En fait, ces échanges-là, ils rendent notre rôle et notre travail plus adaptés. Je vous remercie. Merci, Mme Pétier. Alors, j'en profite effectivement pour faire un peu de promo, entre guillemets, enfin, pour surtout revenir sur une expérience que nous avons menée avec un certain nombre de collègues travailleurs sociaux sur le bassin Canet. En fait, on a monté il y a quelques années un projet d'aide aux aidants, dont effectivement l'un des objectifs est de prévenir l'épuisement de ce public. Qui est effectivement souvent un petit peu dans l'ombre de la personne malade, mais qui souffre aussi de la maladie et des conséquences qu'elle peut avoir sur le quotidien. Et c'est vrai qu'on a, nous, travailleurs sociaux, beaucoup à faire à ce public, et on a essayé en fait de proposer, enfin de mettre un peu la lumière sur les aidants et de leur proposer en fait différentes actions sous forme de forums, de groupes d'accompagnement. Voilà, donc on a pu essayer de mener ce projet à bien. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Blaiseau. Merci. Oui, moi j'ai une question sur la consultation de fin de traitement. C'est une des mentions du plan cancer 3. Est-ce qu'on peut l'envisager à moyen constant, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des sous pour ça? Qui peut la faire et à quel moment? Alors moi, il ne faut jamais me parler de moyens, parce que moi, je pense réellement que quand on voit le parcours, quand on se dit ce que dit Sophia Braga, c'est d'y dire on va faire une ligne de traitement en plus dans le dernier mois de vie. Combien ça coûte ce dernier traitement? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce temps-là, un peu de temps soignant, un peu de temps... En fait, n'importe comment, le traitement, le temps pour gérer le passage aux soins palliatifs, il doit être pris. Ça fait partie de notre implication dans la prise en charge de cette maladie. Donc, que ce soit bien préparé, réfléchi, je pense que c'est un devoir. Alors, à quels moyens? Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît être une évidence à moyen constant, parce qu'en fait, si on réfléchit aux moyens, il y a une ligne de traitement en moins. C'est pas négligeable. Juste, si je peux glisser un mot par rapport
à cette question. Alors, on est plutôt sur la reprise du travail. Je sais qu'au CHU, il existe une consultation pluridisciplinaire, donc médecin, psychologue et assistante sociale. Et les financements, en fait, sont des financements de la caisse primaire, enfin, la CARSAT, en fait. Donc, les moyens, ils existent. Il faut savoir où les chercher, peut-être. Et c'est Bénédicte Clingodard, d'ailleurs, Voilà. qui fait cette consultation. Et c'est vrai que l'intervention de l'infirmière coordinatrice se situe là aussi. Juste un mot pour situer les aidants. Dans quelle mesure les aidants peuvent participer aux soins ? Avec la réglementation qui est compliquée là-dessus. Parce qu'au domicile, c'est souvent indispensable. Alors, je ne veux pas prendre la place de soignant, mais je sais que dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, certains aidants sont amenés à réaliser certains soins. Alors, je pense aux patients laryngectomisés, pour lesquels on peut apprendre aux proches à faire certains soins. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà en marche, en fait, où on essaye déjà d'identifier qui est l'aidant et ses capacités à être dans le soin de son proche. Et ce sont des choses qui existent déjà, enfin une dynamique qui existe déjà, je pense. C'est vrai que la chose certainement la plus prégnante, c'est que le soutien des aidants, il est avant tout psychologique. La présence, et on ne sait pas trop combien un aidant donne. On n'a pas la notion de qu'est-ce qu'il a abandonné. Est-ce qu'il a abandonné son boulot pour s'occuper de la personne? Qu'est-ce qu'il a abandonné ses loisirs? J'ai actuellement une dame qui vient de terminer son traitement d'adjuvant d'un cancer du côlon. Et je lui dis, bon, maintenant, il faut s'occuper de votre vie normale. Et là, elle me rappelle qu'elle a son mari qui vient d'avoir une greffe. Et en plus, il a une GVH, une réaction du greffon contre l'autre. Et qui, donc, est très malade. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner, elle, son temps de récupération, elle le donne à son mari. Et tout ça, il y a plein de choses qui nous échappent. Alors, bien sûr, il y a les actes techniques, mais avant tout, c'est ce temps-là personnel, en fait. C'est par rapport, ma question est par rapport à l'intervention précoce des soins palliatifs. Quand est-ce qu'on décide et qui décide? Quel est le quorum nécessaire minimum pour décider d'une prise en charge en soins palliatifs pour un patient? Si on était honnête dès le départ, quand je reçois un patient qui a un cancer du côlon avec des métastases hépatiques, je lui dis que je ne le guérirai pas. C'est tout à fait honnête. Comment je dois lui présenter les choses? Je lui dis aussi que je vais lui proposer des traitements qui seront efficaces. Et c'est vrai, parce que y a des traitements qui vont vivre des mois et des années. Et ça, c'est du réel. Mais en même temps, on est dans le palliatif, parce que s'il lui arrive un accident, s'il a besoin de réanimation, nos collègues réanimateurs, ils sont là pour mettre le doigt dessus. Lui. Je le réanime ou pas? Là, tout d'un coup, on se dit, il prenait sa voiture, il venait, oui, mais il a quelque chose d'aigu, on ne va pas le réanimer. Donc, cette notion de palliatif, elle est là dès le début. Je pense que si on allait jusqu'au bout, on dirait, voilà, moi, je vais vous traiter. Je vais vous apporter les traitements les plus à même de limiter la maladie. Je vais la limiter, je vais faire qu'elle ne va pas croître, je vais faire que votre vie, elle soit vivable. Mais à un moment, ce sera plus possible. Et à ce moment-là, de plus en plus, je pense que dire des mots sur les soins palliatifs dès la première consultation, parce que n'importe comment, les gens, à la première consultation, au tout départ, au diagnostic, ils vous disent souvent, mais alors je vais mourir. Bon, la mort, elle est là. Le cancer, mort, c'est là. Bon, après, on le balaye parce que la vie est là, parce qu'on répond bien au traitement. Et puis on va d'un traitement à l'autre et à un moment, ça va moins bien et de plus en plus mal. Mais si on a dit à un moment, je ne pourrai pas vous guérir, je m'engage à vous suivre et je m'engage
à ce qu'il y ait une équipe qui s'occupe de vous jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Après, chacun le fait à sa façon et selon la pathologie. Bien sûr que dans une pathologie qui paraît simple au départ, on ne va pas parler de soins palliatifs. Malheureusement, quelques temps plus tard, il y a des métastases. Mais n'importe comment, à l'annonce des métastases, à l'annonce d'une maladie non résécable, on doit être amené à ne pas donner de faux espoirs, donc à parler palliatif. Mais le moment idéal, Donc il faudrait l'intervention des soins palliatifs dans l'idéal dès l'annonce d'un diagnostic avec des métastases. Au moins savoir qu'ils existent. Oui. Après, je pense que nos équipes de soins palliatifs, Virginie, je ne vais pas lui demander de voir toutes les consultations d'annonce parce que... Mais pardon Virginie. Je pense que... voilà, on travaille en équipe. Il y a une équipe. Et ils sont là. Et souvent, les patients, ils nous rappellent ce qu'on a dit à la première consultation. Ils nous disent « Ah oui, ça, vous nous l'aviez dit. » Parce que c'est une... Bon, dans le meilleur des cas, c'est une consultation qui marque. Il peut y avoir aussi une absence de compréhension totale. Bon, mais dans l'idéal, c'est quelque chose qu'on peut apporter dès le départ. Virginie, On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. En fait, excusez-moi, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir avec Annie, puisqu'on travaille ensemble. En tant que médecin de soins palliatifs, je ne suis pas du tout militante de soins palliatifs et je pense qu'il n'y a pas de dogme à dire c'est à tel moment. C'est vraiment un travail d'équipe avec toute l'attention portée à la temporalité du patient et des soignants. Parce qu'on n'est pas effectivement en fonction de... Chaque cancérologue n'est pas forcément prêt à l'annoncer, les équipes soignantes non plus. Et du coup, en pratique, c'est dans les RCP qu'on en échange et on fait parfois des consultations conjointes et puis lors des hospitalisations qu'on peut faire la connaissance des patients. Mais il n'y a pas de timing type et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Il doit y avoir des repères, mais de là à des choses bien institutionnalisées, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent.